Amis nationalistes, bienvenue sur ce nouvel épisode de Fréquence Jeunes Nation, l'émission des jeunes nationalistes. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je suis aujourd'hui avec plusieurs camarades pour cet épisode. Je suis avec Bruce. Salut Bruce. Salut Hilda, salut à tous nos auditeurs. Je suis aussi avec Koba. Salut Koba, comment vas-tu? Bonsoir Ida, je vais très bien et je salue aussi tous nos auditeurs. Et nous avons aujourd'hui avec nous Jacques. Salut Jacques, comment vas-tu? Salut Lida, très bien. Je souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs et la salutation aux autres intervenants pour pour ce nouvel épisode de Fréquence Jeunes Nation. Super, et bien super, tout le monde va bien. Alors nous, avec Bruce, on revient d'un petit voyage en Serbie. Nous étions avec quelques autres camarades français du mouvement Les Nationalistes pour un événement, pour la 5e marche en hommage à un jeune militant, Zoran Vujovic, qui est décédé en 2008, le 21 février 2008, lors d'une manifestation qui s'intitulait Le Kosovo et serbe, qui était une grande manifestation qui avait réuni à l'époque 200 000 personnes à Belgrade, donc dans la capitale de Serbie, pour protester notamment contre l'ingérence américaine en Serbie. Et il avait trouvé la mort dans l'ambassade américaine. Son corps avait été retrouvé calciné à l'intérieur même de l'ambassade le 21 février 2008. Et donc, chaque année maintenant, il y a une marche en hommage qui est organisée par plusieurs mouvements. On aura l'occasion d'en reparler. Bruce, peux-tu nous parler, toi, de ce voyage que nous avons fait? Oui, c'était un voyage qui avait lieu samedi dernier. Pendant le même moment à Lyon avait lieu une grande marche d'hommage également aux militants Quentin en France. Ce voyage en Serbie, bien sûr, nous l'avions prévu avant la mort de Quentin, raison pour laquelle nous y sommes rendus, ce qui nous a pas néanmoins empêché sur place à Belgrade de rendre hommage à Quentin, puisque ce qui caractérise un peu la mort de Quentin, c'est que ça a fait réagir les mouvements nationalistes dans toute l'Europe. Donc sur place à Belgrade, nous avons pu rendre notamment un hommage à Quentin, aux côtés notamment de nos camarades du mouvement Action Serbe et de nos camarades grecs qui étaient présents également, de l'Aube dorée. La marche en hommage à Zoran Vukovic a pris la forme d'un cortège qu'on en retrouve dans toute l'Europe aujourd'hui, toutes les organisations nationalistes. On a par exemple le CNFM en France. En Italie, il y a la Calarencia en janvier, puis la marche pour Sergio Ramelli en avril. C'est une marche qui se fait de manière ordonnée, comme le CNFM, par rang, qui respecte les codes du nationalisme, notamment avec l'appel aux morts, Zoran Vukovic présent, qui est dit en serbe, et puis voilà. Oui, c'était très bien. On était, je pense, environ 500 personnes à participer à cette marche. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Oui, on peut noter par rapport au CNFM, évidemment, moi j'ai observé beaucoup moins d'hostilité de la population. Il n'y avait Oui. pas d'opposants antifascistes sur le parcours. Même quand j'étais allé à la manifestation pour Sergio Ramelli, il y avait une personne qui avait provoqué à la fin en mettant le Bella Ciao au moment même où devait se tenir le rite du présent, donc il y avait de la provocation. Là, en Serbie, il n'y a vraiment pas eu de provocation. Peu de forces de l'ordre pour encadrer une marche qui est importante, hein. On voit quand même qu'il y a un avenir, je pense, quand même pour le nationalisme en Serbie. Oui, parce qu'on a assez bien senti en tant que Français qu'il y avait une certaine réminiscence ou reste du communisme en Serbie. Néanmoins, il y a, semblerait-il, aussi une sorte de patriotisme quand même qui est présent. Moi, des petits détails qui m'ont interpellée, c'est qu'il y avait beaucoup de drapeaux serbes qui étaient notamment sur les autoroutes, accrochés près de Belgrade, à chaque lampadaire, des petits drapeaux de la Serbie, chose qu'on ne verrait pas finalement en France. Mais d'un autre côté, des symboles communistes aussi qui étaient quand même très présents, même si on n'a pas eu, comme l'a dit Bruce, de protestation antifasciste pendant la marche. Par exemple, des magasins de chaussures avec des symboles communistes vraiment affichés comme des enseignes, donc assez surprenant parce qu'on ne verrait pas non plus ça en France. Donc pays assez particulier. Et puis Belgrade, de toute façon, ville assez particulière qui a été détruite
plus de 30 fois dans son histoire, donc elle a une histoire très, très particulière. Et puis on peut encore voir aujourd'hui quelques immeubles qui n'ont pas été restaurés depuis les bombardements de 98. Donc voyage très enrichissant, très, très intéressant, et qui a permis de souder nos liens avec nos camarades serbes et nos camarades grecs qui étaient présents eux aussi. Alors, comme tu l'as très bien dit, Bruce, il y avait ce samedi dernier, une manifestation qui était organisée à Lyon en hommage à Quentin de Ranc, comme tu l'as très bien dit, qui a été tué par les militants antifascistes. Alors, au sujet de cette marche, on va avoir l'occasion d'en discuter un peu longuement, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais est-ce que l'un de vous voudrait déjà intervenir simplement? Est-ce que quelqu'un était présent? Je crois que Koba, tu étais à la marche. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, toi qui étais présent? Oui, bien sûr, Hilda. Eh bien, écoutez, cette marche, euh, alors pour rappeler à nos auditeurs l'affaire Quentin de Ranc, parce qu'il s'agit bien de cette affaire-là. Quentin de Ranc, c'était un militant catholique et nationaliste de 23 ans, qui a connu la mort le 14 février 2026 à Lyon, euh, des suites d'un traumatisme crânien grave, en marge d'une conférence de l'eurodéputé LFI Ima Hassan à Sciences Po Lyon. Une rixe opposa des militants de la Jeune Garde à des militants nationalistes venus faire le service d'ordre de l'association Némésis. Et le jeune Quentin de Ranc a trouvé la mort, lynché à mort par des militants antifascistes à ce moment-là. Et suite à cette mort, un hommage a été organisé à Paris, un hommage national, qui a attiré pas mal d'élus politiques, de RN, aussi bien de Reconquête. On a pu observer la présence de Marion Maréchal Le Pen, aussi bien d'Éric Zemmour. Des militants aussi bien identitaires que nationalistes plus révolutionnaires prendre la parole. Il y avait vraiment un hommage commun dans le cadre d'un jour pluvieux, mais qui se voulait, on va dire dans un cadre encore démocratique. L'hommage nationaliste ne venant une semaine après, donc samedi dernier, s'est tenu à Lyon. Et a suivi un parcours qui a mené jusqu'à la rue où Quentin a été lâchement lynché euh, par cette horde d'antifascistes. Euh, Au sujet des interpellations, il me semble qu'on a affaire à 11 interpellations avec 7 mises en examen principales, donc avec 6 pour homicide volontaire, donc plusieurs placés en détention provisoire, et un, notamment l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, à savoir Jacques-Élie Favreau, a été placé pour complicité de meurtre, pour instigation, plus violence, plus association de malfaiteurs. Et cet hommage qui a eu lieu à Lyon, qui a eu la forme non pas d'un hommage statique, mais d'un hommage dynamique, a compris, d'après les estimations policières et journalistiques, environ 3200 personnes, voire même plus, d'après les estimations de l'organisation, qui comprenait des camarades de Quentin ainsi que des chefs de groupes nationalistes comme Raphaël Emma pour Ténésoun. Il y avait vraiment, c'était un hommage, on va dire, assez varié en termes de profil sociologique et en termes de tranche d'âge. C'était vraiment, on va dire, une réunion. On y croisait aussi bien le père de famille, finalement téléspectateur de CNews, qui aurait pu voir Quentin comme son propre fils, et d'un autre côté, des militants nationalistes de longue date, de vieux militants nationalistes comme Yvan Benedetti, on aura l'occasion d'en reparler, et des militants plus identitaires, on va dire, plus modérés, hein, car on a pu observer pendant cette marche beaucoup de fois entonner le chant de la Marseillaise, qui, bien qu'on ne soit pas d'accord idéologiquement avec ce chant qui est celui de la République jacobine, ce n'est pas notre hymne à nous, mais c'est un chant qui rassemble d'une certaine manière le peuple. On a pu entendre aussi l'Ave Maria, des chapelets. On a pu chanter la Ligue Noire, vieux chant contre-révolutionnaire lyonnais à la toute fin de la marche, à genoux, dans un geste vraiment très fort de communion des Français,
Et à ce moment-là, en fait, à travers cette marche, on voit vraiment, même si on manque de recul historique évidemment, mais on voit vraiment Quentin Durand comme un martyr de notre génération, quoi, de la génération Z. Et même si on manque de recul historique, on peut dire que cette manifestation est, on va dire, est la première, je pense, d'une dynamique en mouvement qui va finir par agréger le peuple français au service et à la sensibilisation justement des discours nationalistes. Parce qu'il est important pour les éditeurs de comprendre qu'il s'agit d'une lutte à mort. Il s'agit de ne pas tomber dans une logique victimaire. C'est un combat à mort entre les nationalistes et les ennemis du bien, du beau et du vrai, que sont cette horde de rats qui s'en sont pris à Quentin en en ce jour fatal. Donc voilà pour compte rendu de cet hommage nationaliste qui a eu lieu à Lyon, qui réunissait vraiment des profils assez variés, qui n'était pas une marche au pas, comme le comité du CNFM pour Sébastien Desieux, mais on peut le dire d'une certaine manière, mais Quentin Durand qui est notre Sébastien Desieux. Effectivement, il ne s'agissait pas d'une marche au pas qui reprenait les codes, j'ai envie de dire, plus militaires, plus spartiates du nationalisme radical, du nationalisme authentique. Néanmoins, avec par exemple, comme tu l'as souligné, le chant de la Ligue noire, c'était une manifestation qui rompait véritablement avec l'esprit libéral démocratique, avec justement tout ce patriotisme électoraliste un peu, j'ai envie de dire. Donc c'était quand même une manifestation qui s'inscrivait pleinement, je pense, des images que j'ai pu en voir et des retours de tous les camarades qui s'inscrivaient pleinement dans ce grand courant du nationalisme, que ce soit par les personnes qui fréquentaient cette marche ou par les symboles mis en avant, notamment, je pense à ce chant de la Ligue noire, qui marque quand même une rupture avec l'idéologie de 1789 et qui marque la volonté, notamment des organisateurs, de ne pas tomber dans le piège de la simple diabolisation de l'extrême gauche sans affirmer un nationalisme qui soit plus conquérant. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Bruce, et je rebondis sur tes propos avec l'interdiction du Rassemblement national envers ses militants de participer à cette marche. On pourrait être surpris, puisque finalement, le Rassemblement national a interdit comme ça à ses militants de participer, alors même que finalement, il y a quelques jours à peine encore, tous les représentants de l'échiquier politique en France ont quand même publiquement affirmé que ce n'était pas normal qu'un militant soit tué comme ça pour ses idées. Même le président Emmanuel Macron, finalement, a communiqué en ce sens-là. Donc on pourrait être très surpris que le Rassemblement national, en tant que parti d'opposition d'extrême droite, soit allé jusqu'à interdire à ses militants de participer. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Que c'est pas étonnant. Les premiers jours à Paris, vu que le rassemblement en hommage à Quentin était moins, on va dire, connoté, il y a eu tous les partis politiques, notamment de ce qu'on appelle l'extrême droite, qui ne et le Rassemblement national et même, je crois, Identité et Liberté, le nouveau parti de Marion Maréchal Le Pen, Marion Houck pour les intimes. En ce qui concerne cette interdiction, donc, qui a été déclarée par Jordan Bardella, alors il y a peut-être eu des gens qui ont désobéi d'ailleurs, puisqu'il y a eu des appels en ce sens par notamment Pierre Cassens de Riposte Laïque de désobéir à cette injonction. Alors, c'est pas étonnant, puisque c'est une marche déclarée par des forces connotée plus sulfureuse. Celle qui a déposé la marche, c'est Madame Aliette Espieux, bien connue des milieux pro-vie et proche et épouse d'Eliott Bertin, le nationaliste lyonnais. Donc effectivement, Jordan Bardella, du rectum national, n'allait pas se salir en allant à une marche de personnes jugées sulfureuses, mais il a eu au moins la décence de ne pas être aussi ignoble qu'un autre personnage dont on aura l'occasion de reparler. Voilà, donc c'est pas étonnant, et puis il faut aussi rappeler, il faut faire le lien. Alors je remercie Koba pour cette petite, comment dire, remise en perspective, enfin, de ce qu'a été la marche. Il y avait effectivement beaucoup de profils différents. Il y avait d'ailleurs aussi même Vincent Lapierre ou Jordan Florentin qui étaient venus filmer.
Et en face, les mêmes énergumènes, hein, provocateurs, indécents, stupides, ignobles. Et bien évidemment, ça fait le lien aussi avec la réécriture de l'histoire que fait la France insoumise actuellement, qui est en train d'expliquer qu'en gros, Quentin est mort à cause de l'extrême droite. Voilà, donc c'est parce qu'en gros, ils ont déclenché une bagarre et il est mort, voilà. Le niveau est quand même assez hallucinant et faites le parallèle, pendant que Jordan Bardella interdit à ses membres d'aller à une marche d'hommage, Jean-Luc Mélenchon rappelle son soutien à l'organisation de la Jeune Garde qui est responsable de la mort de Quentin Deronck. Donc voilà. Et cette radicalité paye, hein, parce de la même manière qu'on le voit lorsque Mélenchon a publiquement dans un discours légitimé le concept de grand remplacement en disant oui, nous sommes les grands remplaçants, de la même manière qu'ils soutiennent les militants antifascistes dans le cas de l'affaire Quentin Deronck, qui ne se défilent pas malgré les interpellations, ça prouve bien que, ils ont enregistré d'ailleurs un nombre de voix, une augmentation du nombre de voix pour les prochaines élections. Donc ça montre bien que la dédiabolisation, en tant que stratégie machiavélienne, même d'un point de vue froid et calculateur, ne marche tout simplement pas, et que le reniement national a beaucoup à apprendre de ses adversaires politiques d'extrême gauche. Alors Voilà. oui et non, il faut le système étant antifasciste, il va bien évidemment tolérer des choses aux antifascistes qu'il ne va pas tolérer du côté nationaliste. Il est bien évident que, par exemple, si le RN se mettait à soutenir le GUD, là, les conséquences seraient inverses. Mais voilà. D'ailleurs, je tiens à saluer aussi les membres du service d'ordre, donc il y avait Marc de Kekrel-Meunier, Tristan Arnaud et d'autres, pour avoir gardé leur sang-froid face aux ignobles petits provocateurs qui étaient présents, alors qu'il aurait été facile de leur faire passer l'envie de recommencer, et surtout, c'est assez difficile de se retenir face à des gens pareils. D'ailleurs, des Mais provocateurs qui ont sûrement été, on va dire, soudoyés, hein. Je pense que la théorie du soudoiement de certains militants antifascistes en bordure Notamment, je, est je pense, plausible. parce qu'on connaît le profil des antifas lyonnais, qui est plutôt finalement un profil bourgeois et de fils à papa. Et pour les soudoiements, je pense notamment aux provocateurs qui étaient d'ethnie étrangère. Il n'est pas improbable que pour ces personnes-là, elles aient été payées tout simplement. Et effectivement, ça peut susciter des réactions que les médias vont qualifier de racistes par la suite. Et donc, pour capter des bonnes images, oui, c'est une piste à ne pas exclure, bien sûr. Ça n'a rien de complotiste, hein. Quand vous êtes un journaliste, vous voulez des images et pourquoi pas mettre un petit billet, ça coûte pas grand-chose, 20, 50 euros, pour obtenir des images de qualité. Précise oui, d'ailleurs qu'il y avait oui, il avait un fort dispositif policier, hein, je précise. Donc, le service d'ordre d'ailleurs était assez minimal par rapport au nombre de manifestants et par rapport au dispositif policier. Donc, le service d'ordre servait vraiment justement à éviter les débordements. Et je rappelle que c'est le rôle d'un service d'ordre, hein, c'est de pas chercher la confrontation, mais de chercher justement à l'éviter au maximum pour que la manifestation se passe bien et puisse se faire et se répéter sous la forme d'éditions annuelles. d'où la nécessité d'avoir un grand sang-froid dans ce genre de moment. Oui, donc, mais pour revenir à Mélenchon et la radicalité, je dirais plus que c'est, vous savez, les gauchistes aiment bien, avec leur théorie stupide du fascisme, arme de la bourgeoisie lorsque le système vacille. C'est toujours la version, c'est l'inverse. Lorsque le système vacille, c'est le gauchisme qui s'exploite de plus en plus et qui s'assume étant la dernière roue de secours et qui, dans un système en crise, pour instaurer la terreur contre une contestation de son ordre de plus en plus grande, va se mettre en place. Parce qu'il faut bien voir que ce que dit Jean-Luc Mélenchon, ce que disent d'autres, ils peuvent se le permettre parce que, bon, ils sentent bien qu'ils vont pas avoir de répercussions. Parce que, imaginons que Jordan Bardella, après une action, on va dire, extrêmement violente d'un groupuscule d'extrême droite, se permette de les défendre, alors qu'il n'y a pas de mort. Et là, je peux vous assurer que le résultat sera tout autre. D'ailleurs, vu qu'Hilda parlait d'Aube dorée tout à l'heure, pour eux, ça a été beaucoup plus, comment dire, négatif. Voilà, voilà. Mais effectivement, ils auraient tort de s'en priver puisqu'ils n'ont pas de conséquences. Donc autant qu'ils aillent à fond dans la provocation et dans le soutien aux assassins. Mais
qu'il fasse attention car ce genre de comportement finit toujours par se payer. Alors après, évidemment, les propos de Mélenchon sont ignobles, mais effectivement, on a quand même remarqué qu'il est, depuis cette affaire, bien diabolisé. La diabolisation s'est reportée du Rassemblement national vers LFI. Donc évidemment, je pense que finalement, la stratégie, si on parle simplement en termes de stratégie, et non pas en termes de morale, la stratégie de Mélenchon de défendre et d'attaquer, finalement, est la bonne, puisque quand on commence à s'expliquer et à se justifier, on est vite amené finalement à s'excuser, et quand tout le monde vous diabolise, si vous commencez à vous excuser, vous faites piétiner et c'est fini. Donc je pense que la stratégie de Mélenchon, qui est d'abord, en premier lieu, j'attaque l'adversaire, avant de chercher à m'expliquer, j'attaque, je pense que c'est une stratégie qui peut se révéler payante. Et en tout cas, c'est la seule stratégie pour moi qui est bonne du côté de Jean-Luc Mélenchon, vu la diabolisation qu'il subit, parce qu'il subit quand même une diabolisation importante. Après, effectivement, tu viens de mentionner l'affaire L'Aube dorée. Jacques, c'est en effet intéressant, puisque on voit bien que LFI est diabolisé, mais pas de la même manière que l'avait été L'Aube dorée, puisqu'en effet, en 2013, après la mort, pour le coup, d'un militant antifasciste en Grèce, L'Aube dorée avait été inculpée, puisque des personnes proches de L'Aube dorée, qui n'étaient pas membres de L'Aube dorée d'ailleurs, hein, qui étaient proches de L'Aube dorée, Aucun avaient membre. avait commis avait commis des actes qui avaient abouti à la mort d'un militant antifasciste. L'Aube dorée avait été donc directement visée, comme l'est un peu LFI, mais le résultat, ça avait été que l'Aube dorée avait été classée comme organisation criminelle. En tout cas, la hiérarchie d'Aube dorée a été considérée comme organisation criminelle, et ils ont envoyé 18 députés en prison. Aujourd'hui, LFI est diabolisé, mais Raphaël Arnaud est toujours député. Les députés LFI sont toujours députés, et même s'ils sont diabolisés, je remarque que depuis quelques jours, on commence à leur redonner la parole sur les médias pour leur permettre de s'expliquer. On voit mal quand même à l'époque les médias grecs redonner la parole au chef d'Aube dorée pour s'expliquer. Non, ils n'ont pas donné la parole. Ils ont envoyé directement 18 députés sur 30 à l'époque en prison. Donc il y a quand même D'autant plus il y a une que, diabolisation, mais qui n'est pas au même niveau effectivement que ce qu'il avait pu avoir à l'époque avec Aube dorée. d'autant plus que Aube dorée, donc Pierre-Marie Bonhomme m'avait expliqué l'affaire. C'est donc un rappeur antifasciste qui avait participé à un commando contre un bar jugé FAF, en tout cas d'extrême droite. Et un ancien membre d'Aube dorée, à un moment, dans la bagarre, a pris une arme blanche et a tué le rappeur antifasciste. Donc c'est un acte. Alors certains diraient que c'est pas la légitime défense parce que utiliser une arme blanche dans ce contexte n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Quentin Derenque, qui était au sol, KO, ça se voyait, et Jacques-Élie Frévaux a avoué aux enquêteurs qu'il a bien dit à ses sbires de le tuer. Donc, mais en ce qui concerne la diabolisation, moi je trouve qu'honnêtement, elle n'est pas si forte que ça, puisque on va en reparler tout à l'heure, ce qu'a décidé de faire le ministère de l'Intérieur est quand même assez hallucinant. Et c'est surtout des diabolisations, de dire c'est pas bien la violence. Et en plus, c'est extrêmement hypocrite. On en reviendra après, notamment de la part d'un certain ancien député français d'Israël, soi-disant. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, d'autant plus que là, les gauchistes sont en train d'inventer un narratif qui consiste à expliquer qu'en gros, les l'ultra-droite cherche des affrontements systématiquement, parce que c'est bien connu que les antifas sont pacifistes, bien sûr, rien n'est plus faux. Donc à voir et puis, effectivement, comme tu le dis, comme je l'ai dit et comme tu le dis, Bruce, on passe à la France insoumise ce qu'on ne passerait jamais à des forces nationalistes comme Aube dorée en Grèce. Oui, c'est tout à fait vrai. Néanmoins, il ne demeure pas moins que la dédiabolisation n'a pas forcément, malgré tout, payé pour le camp national en France. Et concernant la marche qui s'est tenue à Lyon, en réalité, c'est une marche qui était nationaliste, avec beaucoup de militants nationalistes, et notamment le chef de notre mouvement qui était en première ligne dans cette marche, et qui avait toute sa place, puisque c'est un militant qui a plus de 20 ans d'expérience militante, et toutes les personnes qui étaient là, c'était
pas que des militants nationalistes engagés, il y avait aussi des personnes qui étaient là, des pères de famille, comme l'a dit Koba, mais c'était une marche, je dirais, éminemment nationaliste. Et le fait est que c'est important de rappeler ça. Oui, parce que le RN interdit de manifester, donc il n'y avait pas de militants du RN, mais il y avait de nombreux militants. Et on voit bien que c'était une marche intégralement nationaliste de par les organisateurs, de par tout ce qui avait été mis en place pour arriver au succès de cette marche. C'était une initiative des nationalistes. Et c'est la démonstration, encore une fois, c'est ce qu'on répète depuis un certain temps dans cette émission, que notre camp, le camp nationaliste authentique, peut et doit exister par lui-même. Le Rassemblement national lui-même, on l'avait vu au moment de la manifestation en soutien à Marine Le Pen lorsqu'elle avait été déclarée inéligible la première fois, à laquelle d'ailleurs Koba avait assisté que Koba avait pu observer, n'arrive pas à rassembler un nombre important de militants, alors que nous-mêmes, la mouvance réellement nationaliste, sommes capables de rassembler un nombre important de militants. Et non seulement nous sommes capables de rassembler un nombre important de militants, mais surtout, nous sommes capables d'être au cœur de l'actualité, parce qu'on le voit bien de l'affaire Quentin, la manifestation de samedi à Lyon a été au cœur de l'actualité française. Aucun Français, quasiment, n'a échappé à cette actualité. Aujourd'hui, tous les Français connaissent Quentin, tous les Français ont connaissance, ou quasiment tous les Français, ont connaissance de la manifestation qui a eu lieu à Lyon. Donc c'est la preuve que notre camp, même si nos moyens demeurent limités, peut exister par lui-même en dehors du Rassemblement national. Et plus encore que cette idée qu'il peut exister par lui-même, on voit bien qu'avec tout le reniement du Rassemblement national qui ne défend plus aucune position, il y a encore la question de l'euthanasie où ils viennent de voter n'importe comment. On voit bien que le Rassemblement national qui ne nous défend plus, on voit bien qu'il y a une nécessité d'exister par nous-mêmes en dehors du Rassemblement national, et que cette nécessité, eh bien, on peut la combler. On peut exister par nous-mêmes. C'est ce qu'on répète depuis longtemps dans cette émission. Donc, d'où la nécessité, encore une fois, d'un front nationaliste, c'est-à-dire exister dans la rue par nous-mêmes, exister par nos médias par nous-mêmes, exister même au niveau, s'il le faut, électoral pour nous-mêmes et par nous-mêmes. C'est ce que nous répétons souvent sur cette émission. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Bruce. Et je voulais revenir sur la publication, enfin sur une publication qu'a fait Meyer Habib sur X, me semble-t-il, au sujet de la présence justement de Benedetti à cette marche. Il l'a rappelé, enfin il l'a plutôt rappelé, il l'a traité de crapule antisémite et il a tout simplement menti en disant que Benedetti avait été exfiltré de l'organisation. Il concluait sa publication en disant « Bravo aux organisateurs de la marche à la mémoire de Quentin d'avoir exfiltré cette crapule antisémite. » Alors déjà, c'est faux puisque Ivan Benedetti n'a pas été exfiltré de la marche, contrairement à ce qu'affirme Meyer Habib. Mais c'est assez significatif finalement. On voit que la réaction en face, c'est d'essayer de faire en sorte que cette manifestation ne soit pas finalement nationaliste, mais que ce soit une simple manifestation en hommage à un mort. Il y a une véritable réaction en face. Ce qui signifie que nos ennemis craignent effectivement que il y ait une certaine banalisation du nationalisme. Et moi, la question que je voudrais vous poser, c'est finalement, pensez-vous que avec ces événements, la banalisation du nationalisme soit possible? Est-ce que c'est une stratégie qui a des chances de payer à court ou moyen terme, contrairement à la dédiabolisation? Moi-même, j'ai été surpris par cette publication quand il parlait d'exfiltration. Et oui, effectivement, maintenant que j'y repense, celle qui a déposé la marche, les espieux, et même le service d'ordre était composé de gens qui relativement, on va dire, respectueux d'Ivan, donc jamais il se serait permis de le virer. Et en plus, effectivement, et Rabib va même un peu plus loin dans la provocation, puisqu'il dit sur Ivan qu'il a pris quelques claques et que ça ne lui a pas suffi. Alors non, il n'a pas pris quelques claques, et je vais revenir sur ce petit épisode de cette petite vermine, oublie de préciser, avec qui fait penser, comme disait Dieudonné, que finalement les chambres non, bon, je ne continue pas. Alors, de quel événement je parle? De quel élément je parle? Je parle de l'attaque
du cortège en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc qui a été attaqué par un commando terroriste, ça a été reconnu comme tel à l'époque, auquel faisait partie Yvan, enfin pas Yvan, non, auquel donc l'une des victimes sera Yvan Benedetti, mais d'autres comme Jean-Luc Vacherat. Et ce commando était dirigé par un certain, Thierry Attali et de son nom hébraïque, prénom hébraïque Pinas Attali. C'est un personnage important dans la Bible, il me semble. Et donc, ce commando, qui, parce qu'il était de la communauté de lumière, ne pouvait avoir que de nobles intentions, ont tout simplement préparé, une attaque avec des paramines pleines et contre le défilé de Saint-Jean d'Arc parce que Jeune Nation, l'œuvre française, avait, produit un tract antisioniste, La pieuvre sioniste, qui avait déplu, aux sicaires, du Bétard. Donc le Bétard, l'organisation juive de combat de l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le commando est arrivé, dont, Pinas Sassali et Meyer Habib. Ils se sont fait passer d'abord pour des militants de l'œuvre française et une fois qu'ils étaient donc ils étaient acclamés avec des drapeaux de l'œuvre française, des drapeaux français et une fois qu'ils sont a donc le drapeau qui est tricolore et une fois qu'ils sont arrivés, également avec des brassards, comme si c'était des agents de sécurité, on va dire à zone assez proche du cortège. D'un coup, comme l'a expliqué Ivan Métis dans le documentaire Le Descendant, auquel j'invite nos auditeurs à aller visionner, ils ont lâché toute leur apparence, fausse et ont sorti les armes et ont attaqué, alors qu'il y avait des enfants d'ailleurs, avec une violence rare, le cortège. Yvan a eu des coups dans le crâne, il y a eu une personne âgée qui était dans le coma. Jean-Luc Vacherat, donc du clan, a eu le bras, en partie brisé. Il avait dû avoir une plaque, une attelle, je crois et donc c'est un carnage et il faut savoir que, Pierre Sidos le disait dans le documentaire, les victimes de cette attaque ont été reconnues comme victimes du terrorisme. Voilà, c'est-à-dire que même l'État qui n'est pas avec nous, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, a reconnu cette attaque comme terroriste, ce qui est le cas et tous ces le commando en général n'a pas été condamné ou alors très peu et certains se sont enfuis en Israël, dont le fameux Meyer Habib, voilà, qui, qui visiblement, aime, beaucoup, minimiser ses actes. Il va sans dire que si des nationalistes s'étaient amusés à ne serait-ce que provoquer un peu violemment un cortège de juifs avec des enfants, il serait encore en train de dire: «Ma grand-mère était présente, même si la gamine est plus jeune que lui». Merci beaucoup Jacques pour ton intervention. Koba, j'aimerais bien savoir toi ce que tu penses sur la possibilité de banaliser le nationalisme aujourd'hui. Est-ce que les événements par rapport à la marche en hommage à Quentin et puis par rapport aussi au fait que globalement les principales forces politiques en France ont quand même admis qu'il était anormal qu'un jeune militant perde la vie dans ces conditions. Est-ce que tu penses que ce sont des éléments qui peuvent permettre que le nationalisme soit banalisé aujourd'hui? Bien sûr, Hilda, bah, écoutez, pour que les auditeurs comprennent bien, euh, pour prendre un exemple, il y a quelques années, dans le quartier de la Guillotière à Lyon, euh, alors on ne sait pas s'il s'agissait d'un militant nationaliste, d'ailleurs je me permets de dire paix à son âme, mais on va dire une personne défendant nos idées qui arborait des tatouages, on va dire, très connotés politiquement, avait trouvé la mort suite à une rixe avec des militants antifascistes. Mais cette affaire n'avait pas été portée au pinacle médiatique. Cette affaire avait été un simple fait divers. Or, la médiatisation de cette affaire, car Quentin s'agissait un jeune militant catholique fervent, nationaliste, qui servait beaucoup sa paroisse d'ailleurs, hein. Je me permets de recueillir ses témoignages de la part de son ami Domiti, que je salue, qui a fait un vibrant hommage, qui a fait un vibrant discours lors de son hommage, en rendant hommage à Quentin, en ne se perdant pas dans des généralités superflues de discours politiciens, mais qui a véritablement rendu hommage à son ami et camarade. Eh bien, cette affaire Quentin Durand, comme je l'ai dit tout à l'heure, est pour moi, on va dire, la première d'une longue marche,
parce qu'on peut se dire que 3000 à 5000 personnes, voire plus, à l'échelle de toute la France, réunies à Lyon, ce n'est peut-être rien. Mais il faut quand même se rappeler que les révolutions se font toujours dans une infériorité numérique au départ. Il suffit de se rappeler que les apôtres étaient 12 et que que les fascistes, à leur tout début, étaient vraiment une centaine face à des milliers de communistes qui les envahissaient de part en part. Comme quoi, il faut cultiver la vertu d'espérance. Et je pense qu'il faut cultiver la vertu d'espérance avec la vertu de patience et la vertu d'insolence. Il faut être insolent. Quentin a été insolent. Il s'est battu, euh, il s'est battu jusqu'à la mort. Donc, si nous ne poursuivons pas le combat, non seulement en se remémorant ce souvenir, mais en mettant nos pas dans les siens, nous nous trahissons nous-mêmes. Et nous finissons dans une spirale auto-négative et d'autocensure qui aboutit à la situation de l'extrême droite française aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'il y a tout un champ à investir, tout un front nationaliste à créer et à rassembler, à décaler la fenêtre d'Overton pour laisser apparaître le spectre du nationalisme authentique, du nationalisme traditionnel qui est, euh, qui est celui qui correspond tout simplement à la France, à son passé et à son avenir. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je tiens à saluer le Roland Elie qui a publié un texte en soutien justement à Ivan Benedetti. Ça va plus loin que simplement le soutien à Ivan Benedetti. Finalement, ça participe de cette logique, comme tu dis, de décaler la fenêtre d'Overton, puisque c'est reconnaître qu'un militant nationaliste de longue date et radical avait toute sa place dans la manifestation en hommage à Quentin. Et ça va, je pense, participer de cette logique de banalisation du nationalisme. Certains sont allés plus loin. Il y a eu, Christian D'accord. Boucher était même allé à dire que c'était pas Yvan qui est indésirable, mais ceux qui justement se soumettaient aux médias en partie. Quand on connaît les critiques acerbes qu'a pu faire Christian Boucher vis-à-vis du camp de Yvan Benedetti, c'est une évolution assez intéressante à noter. Je te laisse la parole, Bruce. Oui, effectivement, le risque qu'on aurait pu observer, c'était de gommer tout ce qui avait à voir avec le nationalisme dans l'affaire Quentin. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont insisté pour dire que Quentin était un jeune militant nationaliste. Dès le début, je pense notamment à Jean-Hugues Gana, à Lisotte, ils ont insisté sur cette idée que c'était un militant nationaliste, notamment sur les réseaux sociaux. Et du coup, cette idée que Quentin était un militant nationaliste a été reprise par tous les médias. Donc, la belle mobilisation quand même de notre camp sur les médias, les réseaux sociaux pour mettre en avant le fait que Quentin était un militant nationaliste. Et que donc, la réponse qu'il faut faire en effet à Meir Habib, qui veut finalement gommer Yvan de la manifestation, il prend ses rêves pour des réalités, mais peu importe, qui veut gommer finalement tout ce qui a trait au nationalisme authentique de la manifestation, c'est que premièrement, c'était un hommage à un jeune militant nationaliste. Les organisateurs de la manifestation étaient des camarades de combat, et que donc il était normal que un ancien militant nationaliste comme Yvan puisse participer à un hommage à un jeune militant nationaliste. Le sujet finalement un peu central derrière cette affaire, derrière cette manifestation, c'est effectivement le droit, même si c'est pas ce que nous réclamons, mais le droit, la possibilité en France d'être un militant nationaliste, le droit de vivre comme un militant nationaliste et de ne pas être tué finalement. C'est ça finalement qui est réclamé, et c'est ça qui était important dans la manifestation, c'est donc d'appuyer sur l'idée de la légitimité du nationalisme en France. Non seulement le droit de ne pas être tué physiquement, mais j'ai envie de dire aussi le droit de ne pas être tué socialement, puisque la mort de Quentin, c'est pas simplement le résultat des violences antifascistes, c'est le résultat d'une diabolisation permanente du système, notamment qui conduit à la mort sociale, à la mort juridique, puisqu'il y avait par exemple le groupe Lyon Populaire qui a été dissous à Lyon. Évidemment, lorsqu'on tue un groupe en assassinant son existence juridique, évidemment, ça laisse la porte ouverte à toutes les violences physiques contre les militants de ce groupe. Donc il y a tout un mécanisme de mort sociale qu'il faut aussi dénoncer. À travers aussi la mort physique de Quentin, c'est finalement imposer le fait qu'en France, il est possible et nous avons le droit d'être des militants
nationaliste. Et j'irais même plus loin, puisqu'au fond, tout le monde le sait, Quentin a manifesté au C9M, Quentin a participé à un certain nombre d'événements. Je veux dire, il faut réclamer même le droit d'être un militant appartenant, j'ai envie de dire, à la mouvance néofasciste. C'est ça, si on veut aller plus loin encore dans la radicalité, c'est ça au fond le thème un peu de la manifestation, c'est que nous avons le droit d'être un militant nationaliste radical. Je vais me proposer une petite comparaison avec 50 ans d'écart, puisque finalement, en Italie, il y a 50 ans, c'était un jeune militant du MSI, un jeune militant nationaliste radical, un jeune militant néofasciste, Sergio Ramelli, qui avait été tué. Donc à 50 ans d'écart, on a finalement aujourd'hui la mort de Quentin. Et ce qui était intéressant avec la mort de Sergio Ramelli, c'est que le camp italien, le MSI, avait bien réagi et avait réussi justement à faire admettre un peu au monde politique et à la société italienne cette idée qu'il n'était pas normal qu'un jeune militant néofasciste puisse trouver la mort dans des conditions tragiques. Finalement, à faire admettre à la société italienne que le néofascisme était légitime en Italie. D'ailleurs, on voit que ça a marché, puisqu'à l'époque, tout le monde savait que Sergio Ramelli était un militant du MSI. Il était donc considéré comme un militant néofasciste par toute la société. Néanmoins, le président de la République italienne lui-même, alors à l'époque c'était Giovanni Leone, avait envoyé une couronne de fleurs pour les obsèques de Sergio Ramelli. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en France, on a quand même eu un peu de succès, puisque à l'Assemblée nationale elle-même, les députés ont fait une minute de silence pour Quentin. Donc on pense qu'on veut de la minute de silence, peu importe. Mais on a aussi imposé l'idée que finalement, c'est pas parce qu'on est un militant nationaliste qu'on a le droit d'être tué. Donc c'est quand même un pas en avant qui est positif. Mais il faut aller plus loin, comme ils l'ont fait en Italie. Donc en Italie, ils ont aussi imposé cette idée qu'on n'a pas le droit finalement de tuer un militant néofasciste. Mais de l'autre côté, ils ont gardé finalement tout le rite nationaliste dans les commémorations pour Sergio Ramelli. Tous les ans, c'est également des milliers de nationalistes qui se rassemblent à Milan et qui, dans un pas militaire, en rang, en colonne, arrivent sur les lieux où a été tué Sergio Ramelli, se mettent au garde à vous et répondent présents lorsqu'est invoqué le nom de Sergio Ramelli, répondent présents en effectuant le salut romain. Et voilà, là, par ces milliers de personnes qui effectuent un salut romain en Italie, ils imposent l'idée qu'il est possible, on a le droit en Italie d'être un militant radical. C'est cette même idée qu'il faut imposer en France. C'est qu'on a le droit, la possibilité d'être un militant radical. Et d'ailleurs, on voit que cette idée continue en Italie, puisque l'année dernière, pour les 50 ans de la mort de Sergio Ramelli, un timbre officiel à l'effigie de Sergio Ramelli avait été mis en avant. Ça ne veut pas dire que la société italienne va mieux, mais le fait d'avoir la possibilité d'être un militant radical est quand même une base beaucoup plus certaine pour la mise en œuvre d'une révolution nationale, pour la mise en œuvre d'une conquête de l'État. La possibilité d'exister en étant ce que nous sommes est quand même une base solide pour construire un grand mouvement populaire et nationaliste. Oui, et d'autant qu'il faut bien avoir conscience que ce n'est pas parce qu'on essaiera de gommer notre radicalité qu'on échappera finalement aux dissolutions ou à la répression du système. Et c'est d'ailleurs l'exemple qu'on a actuellement, puisque notamment le groupe Némésis, de ce que j'ai vu, est sur la sellette quant à une possible dissolution. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur récemment. Donc finalement, même si on n'est pas authentiquement radical, ou en tout cas officiellement radical, on peut quand même être dissous. Donc autant finalement aller au bout de nos idées et ne pas avoir peur de effectivement essayer de banaliser le nationalisme et de l'assumer publiquement. Ça me fait d'ailleurs penser, puisque je parle de dissolution. Dans la caricature, bien sûr. Oui, bien évidemment, c'est pas une question d'être caricatural, mais simplement d'être radical et intègre. Ce qui est différent, évidemment, d'être une caricature Ça va de soi. ridicule, bien sûr. D'ailleurs, je rappelle d'ailleurs que radical, étymologiquement, c'est tout simplement remonter à la racine du problème. Et il faut pas confondre extrémisme et radicalité. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, le nationalisme n'a rien d'extrémiste. C'est d'ailleurs un vieux courant français qui s'inscrit dans une longue tradition politique en France, qui donc a une légitimité
et qui propose une vision alternative finalement du monde, parce qu'il remonte à la racine et qu'il voit les choses d'une manière différente. Mais il n'y a rien d'extrémiste dans le nationalisme, mais c'est un courant radicalement différent de ce qui nous est proposé aujourd'hui. Tout à fait. Et puisque je parlais de dissolution au sujet de Némésis, je voudrais aborder avec vous, à moins que vous ayez encore des choses à ajouter, les dissolutions des groupes du bloc Montpellier-Rhin et de Patria Albiges. Je voudrais avoir un petit peu votre avis, vos retours sur ces deux dissolutions. C'est ce qu'on appelle une réponse à la hauteur des enjeux, n'est-ce pas? Des antifascistes massacrent quelqu'un au sol, lui fracassent le crâne. Qu'est-ce que va dissoudre le ministère de l'Intérieur? 2 groupes nationalistes identitaires. Alors, à noter qu'il y a quand même une procédure qui a été lancée contre Raphaël Arnaud pour reconstitution de ligue dissoute, avec son organisation Génération Antifasciste éteignant la flamme, qui a pour symbole un pied qui écrase la flamme tricolore du RN, FN, enfin vraiment le truc ringard des années 80. Mais sur ces sur ces 2 mouvements nationalistes, on va reprendre le langage du système, qui sont visés par une procédure de dissolution. De ce que j'ai compris, c'était dans les projets depuis un certain temps, mais on ne peut qu'apprécier ou que constater le timing, enfin en tout cas le comment dire? Le moment qu'a choisi le ministère de l'Intérieur pour annoncer la dissolution, sous un prétexte fallacieux qui consiste à expliquer que c'est pour apaiser les tensions. Donc, renvoyer dos à dos, en fait, les violences de ce qu'on appelle l'ultra-droite avec les violences de l'ultra-gauche. Un vieux procédé qui existe depuis au moins Ordre Nouveau, qui avait été attaqué par la Ligue communiste de monsieur Alain Krivine, encore une bouche qui ment. Et donc cet affrontement extrêmement violent avait été remarqué, mais au lieu de seulement dissoudre la Ligue communiste qui avait attaqué, et donc Ordre Nouveau qui s'était défendu, eh bien le ministère de l'Intérieur de l'époque avait dissous les 2 mouvements pour faire semblant d'être équivalents, alors qu'ils ne prenaient pas en compte l'agressé et l'agresseur. Pareil pour Occident avant, je ne sais plus exactement le nom des mouvements gauchistes qui avaient été dissous en même temps, mais on peut aussi reparler, par exemple, de ce qu'a fait Darmanin, dissoudre le GUD, la Traboule et la Gauger, et dissoudre Défense collective, un groupe gauchiste qui finalement a échappé à la dissolution, mais qui s'est autodissous après qu'il ait été révélé qu'ils ont couvert au moins 6 violeurs, qui sont accusés d'avoir couvert 6 criminels sexuels, ce qui fait mauvais genre. Et plus récemment avec Bruno Retailleau qui a dissous la Jeune Garde antifasciste, qui est toujours en contestation de sa dissolution, et Lyon Populaire d'Eliott Bertin, qui était intervenu sur notre émission, qui eux n'ont pas contesté la dissolution. Voilà, sûrement parce que c'est extrêmement probable que la dissolution soit empêchée, comme on l'a vu avec l'Alvarium, où même si elle a été annulée, elle a quand même été mise en place par insistance de l'État. Donc voilà. Je relance, je redonne la parole aux autres, et puis que dire à part voilà, l'État est vraiment dirigé par des gens qui nous haïssent à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Oui, donc lorsque a été annoncée la dissolution du bloc montpelliérain et de Patria Albiges, un groupe identitaire sur Albi, je pense que la première chose à faire, c'est de poser le constat selon lequel ni les groupes locaux, ni les groupes identitaires ne sont à l'abri. Ni les groupes locaux, puisque le bloc montpelliérain se réclame quand même d'une mouvance du camp nationaliste, se réclame quand même du nationalisme, mais le fait d'être un groupe local ne le met pas à l'abri, ni le fait d'être un groupe local qui ne va pas jusqu'à se revendiquer du nationalisme et se revendique simplement de la mouvance identitaire, ne suffit à se mettre à l'abri finalement des dissolutions ou autres. Au contraire, je pense que pour lutter contre cette répression du système, il faut justement mettre en avant de manière forte le nationalisme, notamment dans ces grands événements comme la manifestation à Lyon. Puisque si nous-mêmes, nous ne mettons pas en avant la question du nationalisme et que nous nous contentons seulement
de dénoncer finalement les violences de l'extrême gauche, les violences de l'ultra gauche, eh bien, d'autres vont se saisir du sujet. Et alors, comme le fait l'extrême centre finalement, ça va être cette idée qu'il faut dénoncer l'ultra gauche, mais aussi l'ultra droite, et finalement les extrêmes, le nationalisme et l'antifascisme vont être envoyés dos à dos. Et donc ça, ce n'est pas possible. Et pour ça, il ne faut pas se contenter seulement de dénoncer la gauche et l'extrême gauche. Il faut vraiment prendre le sujet du nationalisme au corps, le mettre en avant dans nos manifestations et le faire exister à travers une véritable stratégie de la puissance. Puisque finalement, qu'est-ce qui a permis à cette manifestation de se tenir à Lyon? C'est parce qu'il y avait beaucoup de monde. Qu'est-ce qui permet au CNFM d'exister, de ne pas être interdit notamment, ou que les juges ne l'interdisent pas, ne valident pas son interdiction? C'est le nombre de participants notamment. Il est beaucoup plus simple d'interdire quand il y a peu de militants. Nos manifestations du 6 février sont facilement interdites puisqu'elles ne rassemblent pas suffisamment de monde. Lorsqu'une manifestation rassemble plus de monde, elle est beaucoup plus difficilement interdite. Finalement, on revient sur cette idée qu'il faut un mouvement puissant, qu'il faut développer une puissance dans le nationalisme, et donc avant de développer cette puissance, il faut se revendiquer du nationalisme. La politique, c'est assez évident ce que je dis, puisque la politique, ça demeure un rapport de force entre ceux qui sont au pouvoir et qui veulent s'y maintenir et ceux qui ne sont pas au pouvoir et qui veulent s'imposer. Donc dans ce rapport de force, évidemment, il faut travailler à une convergence des forces militantes, et il faut cette idée qu'il faut exister par nous-mêmes, en dehors justement des structures qui ne nous défendront pas comme le Rassemblement national. Il faut exister par nous-mêmes pour imposer notre propre vision du monde, qui est le nationalisme. Ouais, je te rejoins dessus, Bruce, parfaitement. Il est important que nos auditeurs comprennent que notre combat n'est pas un combat anti-Antifa, hein. Nous ne sommes pas contre, nous sommes pour. Et justement, le nationalisme, c'est une vision du monde qui propose des choses. Et on doit se réunir autour de ce credo simple, pour justement éviter de tomber dans les tares qui ont souvent fait le cas de l'extrême droite française institutionnelle, qui est celui de condamner, par exemple, la violence dans le rapport de force, alors que la politique implique nécessairement de la violence, mais comme moyen, hein, et non pas comme fin. Et d'ailleurs, ça me fait penser au texte qu'ont pu écrire Maurice Bardèche, il fut un temps, au sujet de la crise de mai 68 et du gauchisme, mais qui avait analysé un peu ce terrorisme gauchiste dans les universités, finalement, comme appel d'air pour un régime de salut public et d'ordre moral. Et qui plus que les nationalistes pour assurer ce régime de salut public et justement succéder à cette anarchie et à ce carnaval qui n'aboutira qu'à une dystopie sans aucun sens finalement. À rajouter une petite chose au sujet des violences d'ultra-gauche. On oublie souvent de préciser qu'en Allemagne, dans les années 30, les premiers camps dits de concentration ont été ouverts pour répondre à cette violence. Voilà. Je tiens à juste rappeler cette chose puisqu'on oublie toujours que l'extrême gauche n'a jamais cessé d'utiliser la violence à tel point qu'il n'y a que certaines méthodes. Alors, c'est pas le même contexte aujourd'hui, heureusement, mais voilà, je tiens juste à rappeler ce petit fait historique très ignoré de la part de certains pseudo-historiens. Eh bien, merci à tous pour cette émission. Je pense qu'on a fait le tour des sujets que nous voulions aborder aujourd'hui. Je pense que pour conclure, il faut apporter notre soutien à ceux qui subissent la répression, qui subissent les dissolutions actuellement. Bien sûr, rappeler et garder dans nos cœurs la mémoire de Quentin. Hommage à Quentin, hommage à tous les militants tombés en France et en Europe. Soutien aussi à nos camarades européens, les Serbes, les Grecs et puis tous nos autres amis en Europe. Et une ligne directrice pour nous, c'est le Front nationaliste, pour éviter justement d'être fragmentés dans des petites structures qui n'arriveraient pas à se pérenniser. Nous devons aller vers une convergence des luttes dans le camp national, et c'est finalement l'objectif du Front nationaliste aussi. J'invite tous nos auditeurs
à nous soutenir dans ce combat et bien évidemment à s'abonner. C'est important, cela nous aide pour l'émission Fréquence Jeunes Nation. Abonnez-vous. Vous pouvez nous envoyer bien sûr vos questions sur la chaîne Telegram. Si vous avez des questions, nous pouvons les traiter. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode la semaine prochaine.